day, all day, all day. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver comme tous les lundis soirs dans le Club United. Du coup, comme vous le savez, hein, chaque semaine, on fait intervenir un ou une entrepreneuse sur des thématiques spécifiques. Donc ce soir, c'est assez cool, on va dire, puisqu'on a l'occasion d'avoir une entrepreneuse, justement, et ça va être toute la thématique de ce soir. Donc pour vous introduire un peu notre interview de ce soir, c'est Clara Baglione, qui est CEO et cofondatrice de l'entreprise Bicheri, qui est une start-up niçoise et qui a pour but en fait de privilégier les circuits courts et de mettre en avant justement l'artisanat local. Donc je vais la laisser se présenter. Merci Axel. Donc effectivement, je suis la CEO de Bicheri. Bicheri, c'est une entreprise qui a débuté. Je suis partie au Bangladesh faire de la microfinance à la suite de mes études en finance de marché à l'EDEC, donc une école de commerce. Et à ce moment-là, j'ai découvert le local, le circuit court, les relations avec les artisans et le savoir-faire des artisans. Et j'ai pu découvrir ce pays à travers justement cet artisanat local. Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit que je voulais maintenant découvrir et voyager en France à travers nos artisans producteurs, qui sont les héros de nos terroirs, qui façonnent notre patrimoine. Et c'est pour ça qu'on a lancé avec mon associé Bicheri, donc mon associé et Ouda, donc nous sommes deux femmes à la tête de Bicheri, il y a 4 ans, ce beau projet. C'est génial, merci pour la présentation. Et du coup, comme tu nous disais, bon, déjà, c'est vraiment intéressant de voir justement deux femmes à la tête d'une entreprise, comme quoi, oui, il y a des femmes dans la tech, il y a des femmes dans les startups, il y a des femmes qui entreprennent. Donc, c'est un peu la thématique et le sujet de ce soir. Et du coup, voilà, t'es allé au Bangladesh et tu as eu cette idée. Et du coup, tu t'es mis directement en action. Non, pas tout Qu'est-ce qui s'est à fait. passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée du Bangladesh, j'avais l'idée en tête vraiment de promouvoir l'artisanat pour pouvoir aller rencontrer les artisans et découvrir nos terroirs. Et quand je suis rentrée, c'est sûr, ça avait germé dans mon ventre, il fallait absolument que je mette sur pied ce projet, mais je ne savais pas encore trop comment parce que trop polie pour m'engager ou peut-être un peu trop heureuse aussi. Je me suis dit non, je vais refaire une deuxième école, donc l'EM Lyon, pour me spécialiser en entrepreneuriat. Pendant une année, donc, j'ai travaillé mon projet. Donc, c'était une année un peu particulière. C'était 4 mois en Chine, 4 mois en France, 4 mois aux États-Unis, où il fallait tout le temps pitcher son projet dans les pays où nous étions. Et c'est vrai que ça a forgé non seulement mon caractère, mais aussi ce projet, puisque j'avais plus peur de présenter. Et je crois que ça a été la clé, en tout cas, du début pour commencer Bicheri quand je suis rentrée en France, puisque ce qui s'est passé, ça a été assez simple. Je me suis dit, OK, il faut que je teste, il faut que j'aille au bout de l'idée. Je vais lancer un crowdfunding, donc c'était sur Ulule, et il fallait que je lève 20 000 euros. Et je me suis dit, bon, allez, go. À l'époque, donc j'étais vraiment toute seule pour débuter le projet. Et puis, il y a Ouda, donc mon actuel associé, qui m'a rejoint très, très vite. C'était simplement ma copine de l'EDEC. Et je pensais vraiment jamais s'associer pour quoi que ce soit. On avait vraiment envie de 2 vies différentes. Et puis finalement, la vie fait bien les choses puisqu'on s'est associés et notre duo fonctionne très, très bien. Et donc, on a lancé, pour revenir, notre crowdfunding. En 3 mois, on a réussi à lever nos 20 000 euros. Et là, on s'est dit, bon, en fait, on tient quelque chose, ça nous donne confiance en nous, ça nous a vraiment donné les ailes nécessaires pour ensuite construire un premier MVP du site web. Enfin, donc, c'est une marketplace. Et puis après, tout s'est enchaîné assez naturellement, c'est-à-dire que n'ayant pas un sou, enfin, les 20 000 ayant été brûlés assez rapidement, on a enchaîné sur des subventions, comme je pense beaucoup d'entrepreneurs, qu'on a essayé d'aller chercher une subvention de la BPI, une subvention de notre région PACA. On a essayé, on a eu de la Love Money aussi, un petit peu. Et puis, on a fait une première levée de fonds, petite, mais suffisante pour pouvoir continuer à développer. Puisque entre-temps, on s'est cassé la tête, on a pivoté 2 fois.
la genèse de Bichéri, enfin, vraiment au départ, on devait aller simplement à la rencontre de l'artisan producteur et avoir avec lui une expérience artisanale, quelque chose d'authentique pour découvrir son métier et aussi son terroir. Et puis, nos artisans nous ont dit, non mais les filles, vous êtes bien sympas, ça c'est super, mais par contre, on a aussi besoin de vendre nos produits. Donc, tout l'aspect e-commerce, on l'avait pas tout à fait intégré. Et c'est vrai qu'on a dû, du coup, l'intégrer dans dans notre projet et réussir quelque part aussi à monétiser tout ça. Du coup, je me permets de rebondir, mais il y a plusieurs choses très intéressantes. Du coup, en fait, dès que tu as fini ton master, tu as Ouais. directement lancé ta boîte, quoi, ta start-up direct après. Complètement. Alors, c'est pas quelque chose, je crois, avec le recul que je referais. Pour de vrai. Mais bon, en même temps, ne sachant pas ce qui nous attendait, on l'a fait, du coup, et tant mieux, parce qu'on on y est arrivé, on a beaucoup appris. Mais c'est vrai que de monter quelque chose sans avoir goûté à l'entreprise, c'est aussi tout créer de soi-même parce qu'on n'a pas de repères. Et tout créer de A à Z, voilà, on est entrepreneur, on le fait, mais on n'avait vraiment aucun repère de management. Tout s'est fait au fil de l'eau. Et je crois que moi en tout cas, ça m'a un petit peu, pas dérangé, mais ça a été une compétence que j'ai dû apprendre et qui m'a manqué lorsqu'on a commencé à avoir nos premiers stagiaires, qui étaient des garçons. Et peu importe, garçon ou pas garçon, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à m'affirmer parce que je n'avais pas de cadre et je n'arrivais pas à donner les cadres nécessaires. Bon, maintenant, après 4 ans, c'est bon, ça c'est la compétence, je l'ai. Oui, parce que justement, c'est une des thématiques et c'est vrai que bon, il y a beaucoup de préjugés, etc. autour de ça. Bon, tu as montré que tu démontais ces préjugés et que c'était faux puisque tu l'as fait. Comment ça s'est passé justement quand tu es arrivé et tu as dû manager une équipe de garçons et que c'était toi un peu on va dire la CEO, quoi, la boss? Compliqué parce qu'en plus, on était dans une dynamique de projet encore. On ne savait pas si ça allait vraiment prendre. Donc, on faisait tout avec le cœur. Donc, quand on fait tout avec le cœur, on peut tout faire. Et donc, être le leader, être la chef, c'est quelque chose que ça se faisait plutôt, ça aurait dû être naturel. Et je crois que ça a été naturel, mais j'ai jamais mis la casquette de leader. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, j'aime fédérer et monter une équipe et y aller ensemble. Sauf que là, il a fallu manager. Et en plus, manager des compétences que je n'avais pas, puisque c'était des compétences techniques. Ouais. Donc, du coup, il y a eu pour moi, c'était un petit peu double obstacle, parce qu'il a fallu que je me découvre en manager. Et quand on a 23 ans, bon, on n'a jamais été dans une entreprise, sauf pour des stages de 2 à 4 mois. C'est pas comme ça voilà, qu'on a une vraie expérience de terrain, du management et des process aussi, par exemple, qui me manquaient énormément pour, pour véhiculer l'information, pour être clair, pour que les tâches s'accomplissent correctement, pour suivre les tâches, justement, les évolutions. Tout ça, on a dû le faire, on a appris en marchant, quoi, petit à petit. Et c'est vrai que je me suis confrontée à des, un peu de la, pas de la, si, un peu de la déviance, puisque mon rôle de leader n'était pas bien fondé, si ce n'est que j'étais celle qui avait l'idée. Et de temps en temps, ça ne suffit pas. Et du coup, j'ai dû apprendre à me forger cette carapace de leader, de manager, à être à l'écoute des autres et à comprendre un petit peu comment est-ce qu'on doit l'idée, fédérer une équipe, parce que le projet, il prend son envol parce que l'équipe est bonne et l'équipe est soudée, l'équipe a à cœur de délivrer le même, le même projet. Donc, ça a été intéressant. Et maintenant, je suis assez contente parce que, par exemple, c'est ce que je disais ce week-end, c'est vrai, en plus, pas plus tard que ce week-end, j'étais chez des amis et je leur raconte, on me demande comment ça va, Clara, parce que bon, évidemment, l'aventure entrepreneuriale, on est au courant, il y a des hauts, il y a des bas. Plusieurs fois, je vois mon canapé, j'étais sur mon canapé en train de pleurer le soir, me demandant mais pourquoi j'ai choisi cette voie, quoi. Ça aurait pu être tellement C'est plus l'adrénaline. exactement. Et notamment, voilà, avec la gestion des équipes, trouver sa place et donner la place aux autres aussi. Et c'est vrai que je leur disais à mes amis, vous voyez, je suis trop contente parce que c'est la première fois en 4 ans
que j'ai l'impression d'avoir une unité dans l'équipe, que j'ai Mm. l'impression que tout le monde a sa place et que ça fonctionne bien. Et ça se ressent aussi, du coup, automatiquement sur le business. Et voilà. Mm. Ok, ok. Et du coup, pour aller un peu plus dans les détails, enfin, merci du coup pour le partage, mais en tant que femme, du coup, entrepreneuse, c'est quoi, on va dire, les principaux challenges enfin, Alors, que tu as dû faire face et que du coup, aujourd'hui, alors moi, enfin, j'ai ou jamais eu, avec les Ouda, avantages, hein. oui, complètement. On n'a jamais fait face à du sexisme de bas niveau ou des choses comme ça, ou euh, des hommes qui étaient privilégiés par rapport à nous. On n'a jamais ressenti ça, en tout cas. Si ça s'est passé, on l'a jamais ressenti. Par contre, ce que j'ai vécu, c'est une énorme bienveillance de la part des femmes qui avaient réussi, qui étaient à des postes de cadre ou management, pour nous aider à développer notre business. Ça, c'est vrai qu'on on a toujours été poussés, comme s'il y avait une unité et Une une empathie. bienveillance, la sororité, voilà, qui était là, parce qu'on est très peu de femmes aussi, et très peu de femmes à avoir de plus en plus, et ça c'est super, on est de plus en plus de femmes, voilà, à se lancer dans le projet. Ouais. Et c'est vrai qu'on est timide, on est tout le temps trop poli. Et j'ai appris à arrêter d'être poli. Quand je dis être poli, c'est-à-dire s'excuser tout le temps, même de temps en temps, d'exister, d'avoir un projet. Mm. Et parler avec une petite voix. Et et ne pas être moi-même dans le sens diminuer ma passion de temps en temps ou mon Ouais. engagement. Parce que, je ne sais pas, c'est ce qu'on nous apprend aussi, c'est ancré en nous, en tout cas moi dans mon éducation, et ben les femmes, elles, c'est pas qu'elles se taisent, mais elles sont mises un petit peu de côté ou voilà, rabaissées à des on va pas rentrer dans le cliché, c'est pas la femme à la Oui. vaisselle, mais dans le même dans la société, on a moins cette parole et moins cette audace. En tout cas, on a moins été appris à avoir de l'audace de dire, de parler, de foncer aussi. Et j'apprends du coup à être plus impertinente, plus impolie, à avoir cette audace, à moins avoir peur, à prendre mon téléphone, à appeler des personnes que je n'aurais jamais appelées auparavant. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat au féminin, je crois que c'est aussi à nous, les femmes, d'apprendre à casser ces espèces de carcans Mm. qu'on a. Parce qu'encore une fois, moi, ça a été que des barrières que je me suis mise et je n'ai jamais vécu du sexisme. Oui, Ou, c'est ce que tu disais. Tu l'as jamais, ouais, tu l'as jamais réellement ressenti. Et c'est super intéressant parce qu'au final, c'est peut-être bah, des fois des petits préjugés ou des barrières qu'on se met. Enfin, il faut savoir aussi, c'est que moi, je n'ai jamais, encore une fois, et là, je pense qu'on va sauter le pas, euh, parce que j'avais peur, parce que je ne me trouvais pas à la hauteur, parce que je voulais être trop polie, trop parfaite aussi, par exemple, dans le message qu'on délivre, dans les chiffres, dans notre progression, trop parfaite dans notre MVP. On veut tout de suite que ce soit une version 1. Et du coup, on a peur de lancer les projets au grand public en live. Et du coup, on s'est beaucoup auto-censuré. Et c'est vrai que même si on lutte contre ça, parce qu'on est de nature à foncer quand même, sinon on ne ouais. ferait pas le métier qu'on fait, mais c'est vrai que par exemple, plusieurs fois, il a été question de lever des fonds. Et c'est vrai, on s'est toujours dit, allez, on y va. Puis après, on se stoppe net. Parce que la peur, se dire, est-ce que j'y ai droit? Est-ce que j'arriverai à être justement ce leader et à gérer? Parce que j'ai pas de rôle modèle féminin qui m'ont montré qu'elles pouvaient le faire. Maintenant, si, mais à l'époque, on n'a que des hommes en tête. On a tout le temps les mêmes. On va avoir Xavier Niel en France, on va avoir aux États-Unis Bill Gates, on va avoir Elon Musk, on va avoir toujours, c'est Mm. que des hommes. Et c'est vrai que les femmes, ça manque énormément dans ce Mm. métier-là, de montrer que si on y arrive, on peut avoir des enfants, comme mon associé a eu son enfant au départ de Vichéry, après un an de lancement du projet. Et ben ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Ma deuxième associée, a aussi ses enfants et il n'y a pas de problème. On suit, c'est des faux problèmes, tout ça. C'est juste une question Mm. d'organisation. Oui, parce que du coup, vous êtes trois femmes.
Oui, on En est plus, 3 à ça femmes. aussi. Oui, oui. C'est Oui, oui. vrai qu'on a oublié de préciser. Il y a mon associé historique du départ et après Nathalie qui nous a rejoint un an plus tard. Génial. Euh, Génial. Mais c'est intéressant parce que je me permets de rebondir aussi sur un point. Tu parlais de levée de fonds, enfin, forcément, souvent, on va dire, on imagine la levée de fonds comme le Graal chez les startups. C'est vrai que ça entraîne énormément de responsabilités derrière et des fardeaux. Et moi, ce que je trouve super inspirant aussi, c'est qu'au final, tu as démarré directement après l'école. Et souvent, il y a aussi ce préjugé de se dire, bah, j'ai un projet, j'y crois, je crois en ce projet, mais voilà, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Et toi, bah, tu as montré qu'au final, parce que je reprends tes mots, tu n'avais pas un sou. Et au non. final, tu as réussi par des crowdfunding, par fédérer une communauté, avec des subventions. Donc, c'est vrai que peut-être un peu plus détaillé, ça peut inspirer peut-être des personnes qui nous écoutent sur cette partie-là. Euh, Quand tu as démarré, quoi, en gros. Et ben, quand on a, ben, encore une fois, ça a été le déclencheur, ça a été ce crowdfunding qu'on a réussi. Et puis après, ça a été très simple. Je crois qu'on a eu une subvention BPI. Donc, si on va aller dans le détail, voilà, comme ça, ça a été une subvention BPI. Ensuite, une subvention liée au tourisme, parce qu'on valorise aussi les artisans producteurs, voilà, ce que je vous expliquais pour aller les rencontrer, etc. Après, on a eu une première petite levée de fonds de quelques milliers d'euros. Après, ça nous a permis de continuer d'avoir une troisième subvention. Et puis enfin, on a décroché un premier gros contrat. Et en fait, c'est vrai que je me souviens, alors ça, je le raconte tout le temps parce que c'est anecdotique, mais c'est vrai. Et puis on a réussi aussi à avoir un prêt, mais peu importe, un super prêt à taux zéro. Et en fait, en 2018, donc il y a 2 ans, c'était un petit peu l'enfer parce que c'était un peu la fin de tout. On n'arrivait pas à décoller. On avait pivoté, mais le temps qu'on pivote et qu'on commence à voir les fruits de tout ce qu'on avait de notre travail, bah, il nous manquait du temps. Et là, on arrive au mois d'octobre. Il nous reste 1 euro sur notre compte en banque, mais un vrai euro, je l'ai pris en photo. Et là, on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on a le droit d'attendre? Est-ce que c'est en plus pertinent d'attendre? Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que c'est pas, après, à toutes les questions qui se posent, est-ce que c'est pas être trop amoureux de son projet et aveugle aussi? Peut-être qu'il fonctionnera jamais, ce projet. Euh, Qu'est-ce qui fait que je vais continuer? Ou au contraire, est-ce que euh, même si l'ego va souffrir, est-ce qu'il faut mieux arrêter? Et puis finalement, on s'est dit avec mes associés, non, on va continuer encore 3 semaines. 3 semaines parce que il nous restait, on attendait 3 semaines d'avoir justement ce fameux prêt qui était accordé par la région. Donc on n'était pas sûr de l'avoir, mais au moins on attendait cette période-là. Et pendant cette période-là, on s'est dit aussi, ben, il va peut-être être temps de commencer à gagner des sous. Et là, on a commencé à changer, encore une fois, à repivoter, ou en tout cas à trouver un petit pansement. Et on a commencé à vendre des coffrets 100% terroir avec des produits de nos artisans producteurs au comité d'entreprise. Et en fait, ça a super bien marché. Donc, on a réussi à commencer à avoir de l'argent. 3 semaines plus tard, on a eu notre prêt. Et ensuite, 6 mois plus tard, on avait notre gros contrat qui nous permet de vivre pendant 3 ans. Bon, c'est pas tous les jours qu'une start-up peut signer un contrat qui nous permet de vivre pendant 3 ans. Donc du coup, c'est vrai que tout s'est enchaîné, mais on fait toujours face à des moments mais d'incertitude, mais totale, où on se remet en question tout le temps. Et ce qui fait que l'on continue, c'est encore ce feu dans le ventre. Moi, c'est ce que je dis, dans mes tripes, je sens cette lumière, ce feu. Et tant qu'il sera là, je ne pourrai pas abandonner mon projet. Ce n'est pas possible. Et tant que j'aurai cette vision, parce que je sais exactement où je veux aller, je ne pourrai pas l'abandonner. Et c'est vrai que ça nous fait tenir d'avoir un projet aussi porteur de sens. Donc, pour y revenir. Voilà, on va y revenir, mais juste, voilà, c'est vrai que je fais une petite précision et je rebondis parce que entre l'entrepreneuriat classique et l'entrepreneuriat plutôt dans l'univers des startups, c'est vrai que tous ces fonds, au final, tu n'avais pas 1 euro, tu as réussi à lever quand même des fonds sans te dissoudre avec des parts, mais c'était pour monter quand même une partie tech qui, au final, c'est assez frustrant. Enfin, je me permets de préciser pour Oui, oui, des fois
l'audience, mais c'est vrai que tu peux passer 1 an, 2 ans à bâtir une solution technologique innovante Aucune rentrée d'argent. sans avoir aucune entrée d'argent. Et des fois, enfin, c'est marrant parce que des fois, je parlais des entrepreneurs qui sont plus issus du monde classique et c'est insensé pour eux. Mais aujourd'hui, c'est vrai que des fois, tu peux te battre pendant 2 ans pour développer quelque chose sans jamais rentrer 1 euro. Et puis, par contre, quand ça démarre, ça démarre, quoi. Exactement. Mais c'est vrai. Et en plus, c'est vrai que moi, enfin, je pense que ça nous a appris à tous la patience dans notre équipe. Je pense que toi, c'est Mm. pareil aussi. Hein. Et la résilience de se dire, bon, allez, c'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour demain, on se lève et puis on continue, puis on y croit. Et puis à un moment donné, parce que je crois que toutes les choses se mettent aussi sur notre route et puis on n'abandonne pas, donc on apprend, on modifie et on tient bon. Je crois qu'il faut vraiment tenir bon. Mm. Si on a un projet qui est juste, si on est bien en phase avec ce projet qu'on fait pour de bonnes raisons, et ben à un moment donné, on tient bon et à un moment donné, il y a tout qui s'enclenche. Et nous, ça a vraiment été le cas. Et en fait, je dis ça parce que je l'avais entendu en écoutant des podcasts et ça m'avait donné foi, en fait. Je ne sais plus qui c'était et je me suis dit, mais non, je vais me raccrocher à ça et c'est vrai, je vais tenir bon, on va tenir bon et à un moment donné, ça va payer. Ça ne peut pas être autrement. Mm. Et effectivement, avec peu, on peut réussir. Par contre, c'est faire aussi beaucoup de sacrifices. Et ça, je crois qu'on ne peut pas concilier une vie pendant 2 ans, par exemple, où on ne gagne pas d'argent, où du coup, la vie personnelle, elle est pas terrible parce qu'on ne sort pas beaucoup, on vit avec un petit peu d'argent, probablement venu du RSA ou des parents, donc c'est pas super, on ne se sent pas forcément légitime. Mm. Euh, on se, voilà, on loupe plein d'événements, surtout Bah sociaux. ouais. euh, et, euh, Ah, et finalement, franchement, pardon, je t'ai coupé. non, non, mais et du coup, faut être au courant de ça aussi. Hein. Faut être au courant. Bah, c'est ça que j'allais dire. Merci vraiment de ta transparence parce que c'est vrai qu'on idéalise beaucoup avec tout ce qu'on voit aussi sur Internet. Enfin, c'est déplorable, mais voilà, l'univers des startups, c'est un peu voilà, le Graal, l'univers d'entreprendre et de gagner des millions. Et ça me permet aussi de rebondir parce que, bon, déjà, merci pour ta transparence parce que la réalité, quand tu entreprends dans les startups, c'est aussi ça. C'est savoir faire des énormes sacrifices. Et deuxièmement, enfin, ça me permet de rebondir par rapport aussi à ce que tu fais. C'est qu'au final, tu as entrepris parce que certes, tu veux de la rentabilité, tu veux que ça fonctionne, tu veux des clients et générer du cash, mais c'est aussi parce que derrière, il y a un pourquoi qui est beaucoup plus fort, c'est-à-dire que tu y crois vraiment et ça, souvent, on oublie de le mentionner parce qu'on voit beaucoup d'opportunités qui se diffusent dans tous les sens, etc. Mais on oublie aussi pourquoi tu le fais. Et enfin, du coup, je te laisse un peu nous expliquer ça parce que je sais Oui, que ça te oui. tient à cœur et Ouais, ouais. Nous, le moteur, c'est vraiment de valoriser les artisans producteurs. C'est de recentrer cette consommation qui a été déraisonnée et de la raisonner avec beaucoup de transparence possible. C'est remettre au centre, encore une fois, ces artisans qui sont aussi les moteurs de nos économies, hein, mais qui malheureusement ne sont pas, je trouve, traités à leur juste valeur. Sont trop souvent mis de côté ou surtout, on ne sait pas où ils sont parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas pris le virage du digital. C'est quelque chose qui est un petit peu loin pour eux parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Ils sont en train de créer, ils sont en train de produire. Et c'est vrai que nous, on a voulu remettre ça au centre de notre vision même. C'est de dire nos artisans producteurs, ils ont entre leurs mains des trésors, des pépites. Et surtout, apprenons à consommer local. Parce que qui dit consommation locale dit aussi économie locale. C'est un cercle vertueux. Et la consommation raisonnée à la source, ça permettra justement aux économies encore de grandir et de, voilà, encore une fois, d'être vertueuses. Et nous, c'est vraiment ce que l'on veut. Et le projet final, c'est évidemment, là, on n'est que sur la région PACA, c'est d'être sur toute la France, mais c'est aussi autre chose. C'est plutôt créer du lien, parce que voilà, avec la possibilité d'aller rencontrer nos artisans producteurs, ce qu'on veut aussi, c'est recréer du lien, c'est arrêter d'être tout le temps sur les réseaux sociaux, c'est apprendre de l'autre, puisque l'autre a un savoir-faire,
manuel que je peux apprendre. Je peux participer à un atelier, je peux comprendre aussi son histoire, sa vie. Et à terme, l'objectif, enfin, le rêve, c'est de pouvoir développer ça dans des pays sous-développés pour apporter plutôt euh, euh, ouais, non, voilà, pour aider les artisans de ces pays sous-développés à générer de la valeur pour eux. Ça, c'est le côté Bangladesh qui me reste, c'est le côté social business, mais c'est celui, en tout cas moi, qui me motive, et faire découvrir les produits de pays, de ces pays sous-développés. Voilà, il y a des savoir-faire magnifiques et on ne les connaît pas, et pouvoir les faire connaître auprès du grand public. Donc ça, c'est vraiment la vision globale. Euh, et pour ça, bon, bah voilà, avant d'aller à l'international, on a des étapes qui Ouais. sont à franchir. Parce que c'est vrai, je recontextualise pour les personnes qui nous écoutent. Bah, déjà, merci aussi pour ce partage, parce que c'est vrai qu'au final, il nous a fallu un peu une crise. Bon, on en parle quand même depuis un moment. Toi, ça fait quand même depuis un moment que tu développes ce projet, donc un peu au niveau précurseur de ça. Moi, depuis que je te connais, c'est vrai que j'en prends aussi conscience. Et en final, cette crise-là qu'on a vécue avec Covid-19, c'est ce qu'on nous rabâchait tout le temps. Donc au final, on voit aujourd'hui l'importance, et la crise a montré justement cette un peu de défaillance au niveau de l'économie. Et toi, si je recontextualise, Bichiri, c'est vraiment le portail numérique, comme tu disais, pour mettre en valeur les artisans producteurs locaux versus leur public. Parce que justement, comme tu dis, ils n'ont pas le temps d'aller sur Internet, de faire de la communication, etc., quoi. Oui, c'est ça. Donc, en fait, on a créé une marketplace. Donc, chaque artisan se crée son mini-site et peut vendre ses produits. Donc, pour rester dans la transparence totale, on ne prend aucune commission sur les ventes. L'artisan s'abonne. Alors, voilà, il y a deux façons de faire. Soit il s'abonne, soit c'est gratuit parce qu'on a un partenariat avec la Chambre de métiers. On a créé un dispositif ensemble. Donc, pour les artisans qui viennent de la Chambre des métiers, c'est gratuit. Et ensuite, Bichiri ne prend aucune commission sur les ventes. Ça, c'est vraiment notre moteur, puisque ça nous permet vraiment de pousser jusqu'au bout et de clore le débat sur le prix juste aussi, et sur la transparence de l'intermédiaire. Et nous, on est un intermédiaire, mais on ne prend rien. Et, donc là, j'imagine qu'il y a une question que tout le monde se pose, mais c'est comment gagnez-vous votre argent? Oui, puisque encore une fois, la vision, c'est top. Les valeurs, c'est génial, c'est ce qui nous pousse à soulever des montagnes, mais il faut quand même de l'huile dans le moteur, et sans l'argent, on fait quand même pas grand-chose. Donc, nous, on gagne notre argent avec des partenariats, notamment avec la Chambre des métiers, mais surtout avec nos coffrets 100% terroir que l'on vend en comité d'entreprise et bientôt au grand public. Ouais. Ok, génial. Merci pour cette transparence. C'est vrai qu'au final, maintenant, il y a plus grande raison de ne pas consommer local avec ce discours très convaincant. Génial. Ok, du coup, tu nous as dit un peu les étapes. Du coup, PACA, là, le but, c'est d'aller sur le national et après développer Mais des... ce que j'espère, c'est un développement national. Voilà, cette année de 2020, on va simplement essayer de survivre. Enfin, nous, pour le coup, il y a eu un effet d'aubaine, puisque oui, ce que j'allais dire, ouais. il y a beaucoup d'artisans qui se sont inscrits et il y a eu beaucoup d'achats. Donc, c'est top. Donc, l'idée, c'est maintenant comme on peut dire que notre preuve de concept, elle a été faite, c'est de la dupliquer sur les autres territoires français, et d'être sur la France à horizon 2 ans, même j'espère avant. Mais bon, on sait qu'on a toujours un peu de retard. Donc, On prend large. voilà. Et puis ensuite, Europe, parce qu'il y a des pays européens, enfin, voilà, il y a une culture européenne au niveau du patrimoine et métiers d'art et métiers de bouche qui est exceptionnelle. Et puis une fois qu'on aura grossi et qu'on sera allé en Europe, ce sera les pays sous-développés avec justement aussi une maîtrise de l'artisanat d'art et de l'artisanat de bouche. Ok, génial. Merci pour ces explications. Moi, j'avais juste une petite question aussi qui me venait en tête. C'est que quand même, Bichiri, du coup, tu me disais que c'est une marketplace, c'est un mini-site, il y a eu quand même une notion
on en a parlé tout à l'heure, pas mal de développement nécessaire, Oui. donc des gens qui sont ingénieurs ou des développeurs. Euh, Toi, tu n'as pas fait une école d'ingé ni de dev. Bah, c'est ça la question, c'est voilà, tu as un projet en tête, bon, tu as réussi à avoir les financements, comment tu as pu faire matcher, tu as fait des erreurs à ce niveau-là, parce que je sais que c'est quand même très compliqué. Ah ouais, ouais, mais alors, Ah, c'est c'est pas vrai que un site vitrine, quoi. Enfin, c'est ça que je veux dire par là, c'est un vrai site, enfin, je veux dire, où il y a du travail il y a derrière. du travail, voilà. D'ailleurs, on souffre encore le site souffre encore d'erreurs qu'on a fait parce que on n'était pas au courant, tout simplement. Donc bon, c'est compliqué de construire de la tech quand on n'en sait rien. Et encore une fois, du coup, d'être un bon manager sur le projet technique, parce que on n'était pas au tout départ, la première année, on ne savait pas du tout comment faire. Donc c'était plutôt nos stagiaires en plus qui nous aidaient à comprendre. Mais bon, des, des stagiaires en première année d'école, bon, ça, c'est super, mais c'est pas là où on fait quand même les meilleurs choix. Donc on bricole et puis au final on apprend. Et puis c'est vrai qu'il y a eu Nathalie, donc notre troisième associée, qui est rentrée dans Vichérie, et elle avait les compétences pour être chef de projet tech. Donc ça nous a beaucoup soulagés. Mm. Euh, et au fur et à mesure, bon, on a, par la force des choses, on apprend. Il y a des mécanismes, des best practices qui se mettent en place, on les apprend aussi, et on arrive à faire quelque chose qui tient la route. Maintenant, attention, faire quelque chose qui tient la route quand on n'a pas les compétences et quand on a peu d'argent, c'est quand même compliqué. Hein. Si c'était à refaire, pour le coup, je crois que je lèverais des fonds pour pouvoir avoir une personne en interne ou pour pouvoir externaliser auprès de prestataires, mais attention, qui tiennent la route aussi, parce qu'on trouve tout et n'importe quoi chez les Mm. prestataires. Nous, on en a fait l'expérience et Surtout dans la tech, ouais. dans la tech. Et puis, je montrais un projet solide parce que là, on ressent encore les erreurs que l'on a fait sur Mm. notre techno, quoi. Donc, c'est Mm. dommage Mais parce bon, que après, c'est de l'expérience, quoi, comme on dit. l'expérience, et puis, encore une fois, c'est le premier site. Donc, dès qu'on pourra, on fera une V2. Génial. Et pourquoi Bi chérie, du coup? Enfin, Ah oui, bah alors ça, d'où ouais, c'est clair, ça fait pas très local. C'est l'abeille qui partage en anglais, parce que cette histoire-là ne devait pas du tout commencer en France, ça devait commencer aux États-Unis. D'accord. Mais la vie fait que je suis rentrée en France, on s'est associé avec Ouda et puis on est resté sur Nice. Donc, comme quoi la vie, Mm. on ne sait jamais trop ce qui va se passer, il faut tout le temps s'adapter. Et je crois que tout ce qu'on projette, ça arrive, mais différemment. Donc, pour le Ouais, coup, ouais, il y a des rebondissements, on faut va être dire. très flexible. Génial, génial. Ok, bah écoute, merci pour ton partage. Si tu avais, on va dire, je sais pas, un conseil, s'il y a des femmes là qui sont en train de nous écouter et qui ont envie de passer le pas, qui ont envie d'entreprendre, quel serait-il? Et c'est encore une fois le même que j'ai dit tout à l'heure, c'est arrêter d'être trop poli, vraiment. C'est ne pas avoir peur. De toutes les manières, on ne peut pas prédire ce qui va se passer. C'est oser prendre son téléphone et appeler une personne qui pourrait nous aider. C'est oser frapper à une porte pour aller chercher une subvention ou pour aller chercher un marché. C'est oser parler fort aussi, et être fier de ses idées, de ce qu'on montre et de ce qu'on monte. Euh, et c'est vraiment arrêter voilà, de se soustraire et de s'excuser tout le temps et d'être trop poli. Moi, c'est vraiment ça, c'est devenir plus forte, mais aussi en conscience par rapport à nous, parce que, encore une fois, on est dans une société où on a très peu de modèles, et c'est très ancré d'être toujours trop poli. Et donc là, non, voilà, il faut prendre la mesure des choses, il faut s'affirmer, il ne faut surtout pas avoir peur, parce que de s'affirmer, d'avoir de l'audace, c'est comme ça qu'on ouvre des portes et c'est comme ça qu'on a les plus belles surprises aussi. Voilà. Ouais, merci pour ce conseil. Très inspirant. Génial, génial. Bah, du coup, je pense on a fait un peu le tour. Ok. Merci beaucoup, du Pas coup, de rien. Clara, pour ce partage. C'était vraiment génial. Du Merci coup, en tout bah, cas de m'avoir donné la parole. Je ouais. suis Ah oui, du coup, bah, voilà, on parlait voilà, de Bichéri, de la plateforme, de valoriser les artisans locaux. Là, pour les personnes qui nous écoutent, du coup,
qu'est-ce qu'on peut faire du coup Eh pour… ben, déjà, c'est parler de cette initiative, dire à vos proches de consommer local. S'ils veulent consommer, voilà, trouver des produits de bouche, des produits de métier d'art, des produits aussi de consommation courante, par exemple du savon bio, du savon fait main, voilà, toutes ces choses-là, de la spiruline. On peut le trouver sur le site Bichéri, donc BERY. Encore une fois, nous, on prend 0% de commission dessus et vous aiderez les artisans. Et surtout, vous les aiderez en cette période où il y en a bon nombre qui vont mettre la clé sous la porte. Donc, vraiment, essayez de changer vos modes de consommation. Allez plutôt chez l'épicier du coin ou chez le boulanger, chez le boucher. Faites vivre ces filières-là artisanales parce qu'on en a besoin, ça fait partie de notre patrimoine. Et c'est toujours mieux d'aider un petit artisan que d'acheter sur Alibaba ou d'acheter sur Amazon, quoi. Donc, En plus, ça fait des beaux cadeaux. Moi, je me rappelle, j'avais fait ça pour Noël et puis c'était super sympa, je trouve. donc n'hésitez pas. Génial, bah, merci. On mettra peut-être voilà, les liens, etc. Du coup, voilà, pour la partie publique, bon, on en a fini. Merci encore vraiment pour ce partage, je trouvais super inspirant. Si on peut voilà, aider des femmes justement à plus entreprendre, il n'y en a pas assez. Donc il faut… c'est en belle croissance. En Oui, vrai, c'est en croissance, c'est ce que je voulais dire quand même. Ça y est, on va dire que le mot a été entendu et j'ai l'impression que de plus de jeunes femmes ont envie, et moins jeunes aussi, de se lancer. Et ça, c'est… c'est à force de voir des histoires, de s'inspirer, de voir des femmes qui justement font de belles choses et qui prennent leurs rêves en main que du coup ça fait effet boule de neige. Donc c'est aussi le but de ce partage de ce soir. Donc c'est génial. C'est génial. Du coup, merci. Voilà, maintenant on va passer en privé. Voilà, s'il y a des questions que les personnes qui sont en live ont à te poser, on va un peu regarder ça. Et voilà, ça va partir. All day, all day.